Easy. Don't look at me. Don't look at me. Stay there. Jesus. Robert Greywolf gara son pick-up sur le bas-côté du chemin de gravier à 5h47 du matin, les phares découpant de faibles tunnels jaunes dans un brouillard suspendu entre les arbres comme une créature vivante. L'indicateur de température sur le tableau de bord affichait 1 degré, assez froid pour que son souffle embue l'intérieur du pare-brise quelques secondes à peine après avoir coupé le moteur. Il resta assis un instant, à l'écoute du cliquetis du métal qui refroidissait, et tenta de se défaire de la sensation qui le suivait depuis qu'il avait tourné sur la route forestière, 1362, 20 minutes plus tôt. Quelque chose n'allait pas. Il aurait été incapable de l'expliquer si on le lui avait demandé. Les montagnes étaient les mêmes que d'habitude à la fin octobre. Les feuillus dépouillés jusqu'à l'os, les conifères sombres et denses, le ciel au-dessus d'eux de la couleur du béton mouillé. Le brouillard était normal pour cette période de l'année. Le silence aussi était normal. Cette lourde quiétude d'avant l'aube, quand les créatures nocturnes sont retournées se coucher et que les animaux diurnes ne se sont pas encore réveillés. Tout était exactement comme il se devait. Mais Robert posait des pièges dans ces montagnes depuis 31 ans, depuis que son père l'y avait emmené pour la première fois à l'âge de 12 ans. Et il avait appris à faire confiance à cet instinct qui, maintenant, lui hérissait les poils des avant-bras sous son t-shirt thermique. La nature sauvage parlait un langage que la plupart des gens avaient oublié comment entendre. En cet instant, elle lui disait quelque chose que son esprit conscient n'arrivait pas tout à fait à traduire. Il attrapa son sac à dos sur le siège passager et sortit du pick-up. Le froid le frappa comme une gifle, vif et pur, charriant l'odeur des feuilles mortes et d'une lointaine fumée de bois provenant de la cheminée de quelqu'un à des kilomètres de là, dans la vallée. Robert remonta la fermeture éclair de sa veste jusqu'au menton et enfila ses gants de travail dont le cuir était encore raide de la pluie de la veille. Ses bottes crissaient sur le gravier gelé alors qu'il contournait le véhicule pour récupérer son matériel à l'arrière. La perche de capture, la pince coupante, le sac en toile pour les peaux et la carabine à levier de sous-garde 30-30 qui avait appartenu à son grand-père. Il ne portait pas toujours la carabine lors de ses tournées. La plupart du temps, ce n'était pas nécessaire. La plus grande menace à laquelle il faisait généralement face était un raton laveur furieux ou un coyote occasionnel qui s'était fait prendre et n'appréciait pas la situation. Mais ce matin-là, quelque chose le poussa à la prendre, sans même y penser. Il actionna le levier pour chambrer une cartouche, puis passa la carabine en bandoulière par sa lanière de cuir usée. Le début du sentier se trouvait à une 50aine de mètres de là où il s'était garé, marqué par un poteau en bois, patiné par le temps, avec une balise orange que Robert lui-même avait peinte 7 ans auparavant. Le sentier ne figurait sur aucune carte. Il n'était entretenu par aucun service forestier, ni emprunté par des randonneurs. C'était sa propre création, taillée et défrichée au fil de décennies de travail dans cette section particulière de la Pisgah National Forest, et il serpentait sur près de 6,5 km à travers certains des terrains les plus accidentés de l'ouest de la Caroline du Nord, avant de revenir en boucle à ce même chemin de gravier 3 km plus au sud. Robert avait 17 pièges posés le long de ce parcours. 15 étaient des pièges à pattes standard pour le lynx roux et le renard, du genre à retenir un animal sans le blesser gravement jusqu'à ce qu'il puisse l'abattre sans cruauté. 2 étaient plus grands, des pièges à ours, Bridger Near 5, hérité de son père, pesant chacun près de 7 kilos, avec des mâchoires capables de briser une épaisse planche de bois comme une brindille sèche. Il avait posé ces deux-là dans des zones où il avait trouvé des signes frais de passage d'ours, espérant attraper l'un des ours noirs qui s'en prenait aux poubelles en bas dans la vallée. Le comté payait une prime pour les ours à problème,
et la viande remplirait son congélateur pour l'hiver. Il s'engagea sur le sentier, ses bottes retrouvant le rythme familier du terrain. Par-dessus cette racine, autour de ce rocher, se baissait sous la branche basse de Pruche qu'il aurait vraiment dû tailler il y a des années. Le brouillard étouffait le bruit de ses passets, avalait le son de sa respiration. En moins de 100 mètres, le pick-up avait disparu derrière lui, et il aurait pu être le dernier homme sur Terre. La forêt en octobre avait toujours été sa version préférée de ces montagnes. Les foules estivales étaient de rentrer chez elles, les feuilles étaient tombées, et les bois retournaient à un état proche de leur état primitif, vide, silencieux et immense, d'une manière qui rendait les préoccupations humaines insignifiantes. Robert avait parcouru ces sentiers en toute saison, par tous les temps, et il ne se lassait jamais de la qualité particulière du silence qui s'installait à la fin de l'automne. C'était un silence d'attente, lourd de l'hiver à venir, et il lui rappelait sa propre insignifiance face à des forces bien plus anciennes que lui. Son père lui avait appris à respecter ce silence. « La montagne était là avant nous, » disait le vieil homme, « et elle sera là bien après notre départ. Vaut mieux ne pas oublier qui est l'invité. » Robert avait pris cette leçon à cœur. Il se déplaçait dans la forêt comme un visiteur, pas un propriétaire, et il avait toujours pris soin de laisser le moins de traces possible de son passage. Ce matin, cependant, le silence semblait différent, plus lourd, plus oppressant que contemplatif. Robert se surprenait à tendre l'oreille pour des sons qui auraient dû être là. Le bruissement des écureuils, le martèlement lointain d'un pivert, le murmure du vent dans les branches nues, et à n'entendre absolument rien. Le brouillard pressait de tous côtés, et les seuls bruits étaient ceux de ses propres pas et le faible râle de sa respiration. Il accéléra légèrement le pas, sans courir, mais en se déplaçant avec une détermination qui semblait presque involontaire. Son corps savait quelque chose que son esprit conscient n'avait pas encore accepté. Le premier piège était vide, comme il s'y attendait. Il l'avait posé dans un endroit moins prometteur, plus par habitude que par espoir. Il vérifia le mécanisme, ajusta légèrement la plaque de détente et continua son chemin. Le deuxième piège était également vide, le troisième aussi. Ce n'est qu'en atteignant le quatrième piège, posé dans une petite clairière où des pistes de cerf se croisaient près d'une source suintante, que Robert trouva le premier signe que quelque chose d'inhabituel se passait dans ces bois. Le piège avait été déclenché. Ce n'était pas inhabituel. Les pièges se déclenchaient pour toutes sortes de raisons. D'une branche qui tombe à un cerf curieux, en passant par ses propres pas négligents s'il ne faisait pas attention. Ce qui était inhabituel, c'était ce qui était arrivé au piège, après qu'il se soit déclenché. Robert s'accroupit à côté, son souffle formant de petits nuages blancs, et étudia les dégâts avec une inquiétude grandissante. Les mâchoires du piège avaient été forcées pour s'ouvrir. Pas par les soubresauts d'un animal pris, qui aurait laissé des éraflures, du sang et des touffes de fourrure. Les mâchoires avaient été forcées de l'extérieur, tordues vers l'extérieur par quelque chose doté d'une force de préhension suffisante pour traiter de l'acier de 2 bons centimètres d'épaisseur comme un simple fil de fer. La chaîne d'ancrage, que Robert avait solidement plantée dans le sol gelé avec un piquet d'acier de 45 cm, avait été complètement arrachée. Le piquet gisait sur les feuilles à quelques mètres de là, plié à un angle de 45 degrés. Robert ramassa le piquet et le tourna dans ses mains. L'acier était froid à travers ses gants. Il testa la pliure avec ses 2 mains, y mettant tout son poids pour essayer de le redresser. Et le métal ne bougea pas d'1 millimètre. C'était de l'acier trempé, du genre utilisé pour les crampons de chemin de fer et les machines industrielles. Robert était un homme fort. 30 ans de piégeage et de travail en pleine nature lui avaient donné une poigne à casser des noix. Et il ne parvenait même pas à commencer à redresser la pliure. Il reposa le piquet et examina le piège de plus près. Les dents des mâchoires étaient en propre, sans sang ni poils coincés entre elles.
Quoi que ce soit qui ait ouvert ce piège l'avait fait avant qu'il ne se referme sur de la chair, ou s'était libéré si rapidement qu'aucune trace n'était restée. Le mécanisme à ressort était encore intact, toujours fonctionnel. Mais les mâchoires elles-mêmes étaient ruinées, écartées à un angle qui aurait nécessité une presse hydraulique pour être atteint. Ou des mains très fortes, très habiles. Il regarda autour de la clairière. Le brouillard pressait de tous côtés, limitant la visibilité à peut-être une dizaine de mètres dans n'importe quelle direction. Les arbres se dressaient comme des piliers gris, disparaissant dans la blancheur. Rien ne bougeait, rien ne faisait de bruit. Même le bourdonnement habituel de la forêt, les cris lointains des oiseaux, le bruissement des petits animaux, le craquement des branches dans le vent, étaient absents. C'était comme si la montagne elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose que Robert ne pouvait pas voir. Mais quelque chose était passé par là, quelque chose d'assez fort pour détruire son piège et arracher un piquet d'acier de 45 cm du sol gelé, comme s'il ne s'agissait que d'une mauvaise herbe tenace. Quelque chose avec des mains, avec une force de préhension, avec la patience de forcer le piège pour l'ouvrir plutôt que de simplement déchiqueter tout ce qui se trouvait sur son chemin. La main de Robert se posa sur la crosse de sa carabine sans qu'il en ait consciemment décidé. Il ne la retira pas de son épaule. Pas encore, mais son poids familier contre sa paume aida à calmer les battements soudains de son cœur. Un ours, se dit-il. Ça devait être un ours. Un grand mâle peut-être, attiré par une odeur que Robert ne pouvait pas détecter. Les ours étaient immensément forts. Il les avait vus déchiqueter des poubelles comme si elles étaient en papier, retourner des troncs que 3 hommes ne pouvaient pas bouger, peler l'écorce des arbres avec leurs griffes. Un grand mâle aurait pu faire ces dégâts. Mais les ours n'ouvraient généralement pas les pièges, en les forçant. Ils n'avaient pas la dextérité manuelle pour ça. Et quand un ours se coinçait la patte dans un piège, il se débattait, tirait et mordait l'acier, laissant derrière lui un chaos de terre retournée, de sang et de branches cassées, comme preuve de sa panique. Cette clairière ne montrait rien de tout ça. Les feuilles au sol étaient perturbées en un cercle grossier autour de l'endroit où se trouvait le piège. Mais il n'y avait pas de chaos ici. Quoi que ce soit qui ait ouvert ce piège l'avait fait avec une sorte de patience délibérée qui serra l'estomac de Robert. Il se releva et scruta à nouveau la lisière des arbres. Toujours rien. Toujours ce silence oppressant qui semblait lui remplir les oreilles de coton. « Juste un ours », dit-il à voix haute, et le son de sa propre voix dans ce silence enveloppé de brouillard le fit sursauter. Les mots semblèrent flotter dans l'air un instant avant que le brouillard ne les avale aussi. Robert ramassa le piège ruiné et le fourra dans son sac à dos. Inutile de le laisser là. Il devrait soit le réparer, soit le remplacer, et il ne pourrait faire ni l'un ni l'autre si un randonneur tombait dessus et décidait de le signaler au service forestier pour utilisation d'équipements non approuvés sur des terres publiques. Il photographia le piquet tordu avec son téléphone, pensant qu'il pourrait le montrer à son copain Marcus au magasin de bricolage pour voir si Marcus avait déjà vu des dégâts d'ours comme ça. L'indicateur de batterie du téléphone affichait 12%. Il avait eu l'intention de le charger la nuit dernière, mais s'était endormi en regardant la télévision. Et maintenant, le froid drainait le peu d'énergie restante encore plus vite que d'habitude. Robert passa le téléphone en mode avion pour économiser la batterie et le glissa de nouveau dans la poche de sa veste. Il passa au 5e piège. Celui-ci était intact, toujours armé, toujours en attente. La palette brillait faiblement dans la lumière grandissante alors que le brouillard commençait à se dissiper. Robert vérifia le mécanisme de détente et continua. Le 6e piège contenait un lynx roux. C'était un grand mâle, peut-être une douzaine de kilos, et il était bien vivant. Ses yeux suivaient l'approche de Robert avec l'intensité plate et concentrée d'un prédateur
qui n'avait pas encore accepté sa situation. Une patte avant était prise dans les mâchoires du piège et l'animal avait usé un cercle dans les feuilles autour du piquet d'ancrage pendant la nuit, arpentant, tirant et attendant le moment où il pourrait échanger la violence contre la liberté. Robert retira sa carabine de son épaule et s'approcha prudemment, parlant d'une voix basse et régulière. « Doucement maintenant. Doucement. Rien de personnel, mon grand. C'est juste les affaires. » Il avait fait ça des centaines de fois. Des milliers, peut-être. On passe la perche de capture autour du cou de l'animal. On contrôle sa tête. On positionne son tir pour atteindre le cerveau et en finir rapidement. C'était la manière la plus humaine de piéger, et Robert tirait une certaine fierté professionnelle à s'assurer que les animaux qu'il attrapait ne souffraient pas plus longtemps que nécessaire. Le lynx roux siffla quand il passe à la perche autour de son cou. Ses griffes lacérèrent l'air, manquant le visage de Robert d'une marge confortable. Il serra la perche, clouant la tête du félin au sol, et leva la carabine. C'est à ce moment-là qu'il sentit l'odeur. Le vent avait tourné, juste un peu, apportant avec lui une odeur qui figea Robert, le doigt sur la détente. C'était une odeur différente de tout ce qu'il avait rencontré en 3 décennies de travail dans ces montagnes. Musqué et rance, comme un chien mouillé qui se serait roulé dans une charogne, mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui lui rappelait, absurdement, l'enclos des gorilles aux eaux d'Asheville, où il avait emmené sa nièce pour son anniversaire au printemps dernier. Le lynx roux la sentit aussi. Ses luttes cessèrent instantanément. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne. Et puis, pour la première fois dans l'expérience de Robert avec l'espèce, un lynx roux sauvage émit un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Un gémissement fin, aigu, presque comme le cri d'un chat domestique, plein d'une terreur animale pure. Les yeux de Robert balayèrent la lisière des arbres. Rien, juste du brouillard, des arbres, et le gris, lentement éclaircissant d'un matin en montagne. Mais cette odeur était toujours là, et elle devenait plus forte. Il prit une décision. Plus tard, allongé dans un lit d'hôpital à Asheville, avec 3 côtes fêlées, et une commotion cérébrale qui mettrait des semaines à guérir, complètement, il se demanderait si cette décision lui avait sauvé la vie ou avait failli y mettre fin. Sur le moment, cela semblait la seule chose à faire. Il relâcha le lynx roux. La perche de capture se libéra et l'animal se projeta en arrière si violemment qu'il s'ouvrit la patte en l'arrachant des mâchoires du piège. Il ne sembla ni le remarquer, ni s'en soucier. Il toucha le sol en courant et disparut dans le brouillard dans un flou de fourrure tachetée, se déplaçant plus vite que Robert n'avait jamais vu un lynx roux se déplacer, dévalant la pente vers la vallée comme si le diable en personne était à ses trousses. Robert se tenait seul dans la clairière, sa carabine levée, son cœur battant la chamade, et cette odeur terrible lui remplissant les narines. Quelque part dans le brouillard, une branche craqua. Il pivota vers le son, les mires en fer de la carabine cherchant une cible qui n'était pas là. Le brouillard s'était de nouveau épaissi, ou peut-être semblait-il simplement ainsi maintenant que l'adrénaline aiguisait ses sens. Il pouvait à peine voir à 6 mètres dans n'importe quelle direction. Une autre branche craqua, plus près cette fois, et puis, à la limite de son champ de vision, quelque chose bougea à travers les arbres. Le doigt de Robert se crispa sur la détente, mais il ne tira pas. La forme était trop indistincte, trop masquée par le brouillard, la distance et les troncs sombres des pruches. C'était grand, ça, il pouvait le dire. Plus grand qu'un homme, plus grand qu'un ours. Ça se déplaçait sur 2 jambes, ce qui excluait tout ours que Robert ait jamais vu. Et ça se déplaçait avec une démarche étrange et fluide qui faisait à peine bruire le tapis de feuilles sous son passage. Puis, ce fut parti, avalé par le brouillard, aussi complètement que si ça n'avait jamais été là. Robert resta figé pendant peut-être 30 secondes. Peut-être plus. Le temps était devenu étrange et élastique d'une manière qu'il reconnaîtrait plus tard comme une réponse classique
à un traumatisme. Son corps avait pompé tellement d'adrénaline dans son sang que ses mains s'étaient mises à trembler, faisant vaciller le canon de la carabine en petits cercles. Peu importe à quel point il essayait de le tenir fermement. Il devait partir. Il savait qu'il devait partir. Quelque chose était là dehors. Quelque chose qui terrifiait les lynx roux. Quelque chose qui détruisait les pièges en acier. Quelque chose qui se déplaçait à travers le brouillard comme un fantôme et transportait avec lui une odeur qui donnait à son cerveau reptilien l'envie de grimper à l'arbre le plus proche et d'y rester jusqu'au printemps. Mais il avait encore 12 pièges posés le long de ce sentier. 12 pièges qui pourraient retenir des animaux. Des animaux qui souffriraient et mourraient lentement s'ils ne les vérifiaient pas. Et Robert avait des règles concernant ce travail. Des règles qui lui avaient été inculquées par son père et son grand-père avant lui. On n'abandonne jamais sa ligne de piège. On ne laisse jamais les animaux souffrir. Peu importe à quel point on a peur. Peu importe à quel point on a envie de fuir. On finit son travail. Il se mit à marcher. Les 3 pièges suivants étaient vides et Robert vérifia chacun d'eux avec une efficacité mécanique, tandis que ses yeux balayaient la forêt environnante et que ses oreilles tendaient pour tout son qui n'appartenait pas à cet endroit. Le brouillard se dissipait maintenant que le soleil montait plus haut, révélant la montagne par parcelles de clarté croissante. Il pouvait voir à une 50aine de mètres dans la plupart des directions, ce qui aurait dû le rassurer. Ce ne fut pas le cas. L'odeur était toujours là, plus faible maintenant, mais présente, comme un fil courant à travers les senteurs ordinaires du matin en montagne. Quoi que ce soit qui les produite était toujours là, toujours en train de regarder. Robert atteignit le 10e piège à 7h32. Il connaissait l'heure exacte parce qu'il vérifierait souvent l'horloge de son téléphone au cours des heures suivantes, suivant les minutes, comme un prisonnier comptant les heures avant sa libération. Le 10e piège était l'un de ces 2 pièges à ours, un Bridger Nero 5 posé dans un creux entre 2 crêtes, où il avait trouvé des excréments d'ours frais et des marques de griffes sur les arbres. 1 semaine plus tôt, quelque chose avait trouvé le piège. Robert le sentit avant de le voir, ce même muscle animal et rance, si fort maintenant qu'il lui faisait pleurer les yeux. Il se figea sur le sentier à une 15aine de mètres du creux, sa carabine déjà à l'épaule, et écouta. Rien ne bougeait. Rien ne faisait de bruit. Il s'approcha lentement, un pas prudent à la fois, jusqu'à ce qu'il puisse voir dans le creux où le piège avait été posé. Le piège avait été déclenché. Tout comme l'autre, ses mâchoires avaient été forcées et tordues vers l'extérieur. Mais cette fois, il y avait du sang. Beaucoup de sang. Il formait une flaque sur les feuilles mortes sous le piège, éclaboussait les rochers environnants et maculait le tronc d'un chêne voisin en une traînée sombre et brillante qui semblait presque noire dans la lumière du matin. Robert étudia le sang avec l'œil clinique d'un homme qui avait passé sa vie à pister les animaux. Ce n'était pas du sang d'ours. Il en était sûr. La couleur n'était pas la bonne, trop rouge, trop vive, et il y en avait trop pour provenir d'une patte piégée ou même d'une jambe gravement blessée. Quoi que ce soit qui ait saigné ici, avait saigné de quelque part de profond, d'une blessure qui l'aurait ralenti, sinon arrêté complètement. Le piège avait attrapé quelque chose. Le piège l'avait blessé. Et puis le piège avait été mis en pièces, et ce qui avait été pris s'était libéré et était parti. Robert suivit la piste de sang des yeux. Elle menait en bas de la pente, vers le versant est de la crête, où le terrain plongeait dans une série de petits ravins et de champs de rochers. Le sang se faisait plus rare à mesure qu'elle avançait, l'animal se rétablissant apparemment, ou du moins ralentissant son saignement. Mais il était toujours visible sur les rochers et les feuilles. Une ligne pointillée sombre qui disparaissait dans un fourré de rhododendron à 40 mètres de là.
Chaque instinct que Robert avait développé en 31 ans dans ces montagnes lui disait de ne pas suivre cette piste de sang. On ne poursuit pas les animaux blessés dans un couvert dense. On ne chasse pas quelque chose qui vient de démontrer qu'il peut mettre en pièces un piège en acier à main nue. On n'accule certainement rien qui soit déjà blessé, effrayé et probablement très, très en colère. Mais Robert ne pensait plus clairement. La dernière heure l'avait poussé dans un état mental étrange, où la peur et la curiosité avaient fusionné en quelque chose qui ressemblait presque au calme. Il allait voir ce qu'il avait attrapé. Il allait savoir ce qu'il y avait là dehors. Après 3 décennies de travail dans ces bois, sans jamais rencontrer rien de plus étrange qu'un ours noir mélanique, il allait enfin avoir une réponse à une question qu'il ne savait même pas qu'il se posait. Il suivit la piste de sang. Les rhododendrons se refermèrent autour de lui comme un tunnel, leurs feuilles cireuses frôlant ses épaules, alors qu'il se frayait un chemin. Le sang était plus facile à voir ici, des éclaboussures sombres contre le dessous pâle des feuilles, le menant de plus en plus profondément dans le fourré. L'odeur était maintenant écrasante, si forte qu'il pouvait la goûter au fond de sa gorge. Ses yeux pleuraient, son nez coulait, son cerveau lui hurlait de faire demi-tour, de courir, de sortir de là, avant qu'il ne soit trop tard. Il continua à marcher. Le fourré s'ouvrit soudainement sur une petite clairière, peut-être 6 mètres de diamètre, entourée de rhododendrons sur 3 côtés, et d'une paroi rocheuse couverte de mousse sur le 4e. La piste de sang menait au centre de la clairière et s'arrêtait. Robert se figea. Elle se tenait près de la paroi rocheuse, partiellement dissimulée par l'ombre d'un surplomb, et elle le regardait droit dans les yeux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. La première pensée de Robert, absurde, fut que quelqu'un avait construit une statue ici. Telle était l'immobilité de la créature. Absolument, complètement immobile, d'une manière qu'aucun être vivant ne devrait pouvoir atteindre. Elle se tenait sur 2 jambes, ses mains massives pendant à ses côtés, sa tête légèrement inclinée comme par curiosité ou évaluation. Elle était couverte d'une fourrure brun-rouge foncé, emmêlée et agglutinée par endroits avec ce qui aurait pu être du sang séché ou toute autre chose. Ses épaules étaient immenses, au moins 2 fois plus larges que celles de Robert, et ses bras pendaient au-delà de ses genoux, noués de muscles qui se contractaient et se déplaçaient même dans cette immobilité absolue. Les proportions étaient anormales, d'une manière qui faisait mal au cerveau de Robert de les regarder. Trop grandes, trop larges, trop densément musclées pour être un primate connu. Elle ressemblait à quelque chose tiré d'un rêve fiévreux, la vision cauchemardesque d'un artiste sur ce qui aurait pu se passer si l'évolution avait pris un chemin différent dans une forêt ancienne. La poitrine était en forme de tonneau, la taille étroite, les jambes épaisses comme des troncs d'arbres et légèrement fléchies au niveau du genou, d'une manière qui suggérait une puissance explosive prête à être libérée. Son visage était presque humain. Presque. Mais pas tout à fait. Les traits étaient simiesques. Un front proéminent, un nez plat, une large bouche. Mais il y avait quelque chose dans les proportions qui ne correspondait à aucun primate que Robert avait jamais vu dans les livres, les zoos ou les documentaires sur la nature. Les pommettes étaient plus hautes que celles d'un gorille, la mâchoire moins prognate, le front plus vertical. Elle ressemblait à quelque chose pris entre 2 états, ni singe ni humain, mais tout autre chose. Les yeux étaient petits, sombres et profondément enfoncés sous ce front proéminent, et ils reflétaient la faible lumière du matin avec une légère lueur ambrée qui fit penser à Robert à un cerf pris dans les phares. Mais il n'y avait rien de cervidé dans ce regard. C'étaient des yeux de prédateurs, des yeux qui évaluaient, des yeux qui avaient vu des proies mourir de loin trop de fois pour les compter. Et pourtant, et c'est la partie qui entrait Robert pour le reste de ses jours, il y avait autre chose là aussi.
quelque chose qui ressemblait presque à de la lassitude, presque à de la résignation, comme si cette confrontation était l'une des innombrables confrontations de ce genre, et que la créature était simplement fatiguée de devoir gérer des intrus qui s'aventuraient trop profondément dans un territoire qui avait été revendiqué bien avant que les humains ne parcourent ces montagnes. La cheville droite de la créature était enveloppée dans un bandage de fortune fait de feuilles et de ce qui ressemblait à des lanières d'écorce. Du sang avait suinté à travers le bandage et avait formé une croûte sur la peau en dessous. C'est là que le piège l'avait attrapé. C'était la blessure que Robert avait suivie. Il avait suivi un animal blessé dans un espace confiné, l'avait acculé sans issue claire, et maintenant il se tenait à 5 mètres de quelque chose qui mesurait au moins 2,40 m et pesait probablement plus de 200 kilos. Toutes les erreurs qu'un trappeur pouvait faire, il les avait toutes faites. Sa carabine était toujours à son épaule. Son doigt était toujours sur la détente. Dans le calme étrange qui s'était emparé de lui, il réalisa qu'il pourrait probablement tirer un coup avant que la créature ne l'atteigne. Peut-être même 2, s'il actionnait le levier assez vite. Savoir si ces tirs la tueraient ou même la ralentiraient était une toute autre question. La créature ne lui laissa pas la chance de le découvrir. Elle chargea. Robert avait entendu des gens décrire des moments de crise comme se déroulant au ralenti, mais ce n'est pas ce qu'il ressentit. Au contraire, tout se passa trop vite. Un flou de mouvements, de sons et d'impacts que son cerveau pouvait à peine traiter. Un instant, la créature se tenait près de la paroi rocheuse. L'instant d'après, elle était sur lui, un mur de fourrure, de muscles et de cette odeur écrasante qui semblait remplir ses sinus et chasser toute autre sensation. Il tira un coup. Il en était presque certain. Son doigt pressa la détente. La carabine recula contre son épaule et il entendit la détonation de la cartouche résonner contre les rochers. S'il avait touché quelque chose, il n'en avait aucune idée. La main de la créature se referma sur le canon de la carabine et la lui arracha avec une force qui faillit lui emporter le bras. La carabine disparut dans les rhododendrons, puis Robert fut projeté en l'air. L'impact contre l'arbre chassa la moindre molécule d'air de ses poumons. Il sentit ses côtes se briser. Pas toutes, mais assez. Une sensation aiguë et lancinante dans son flanc droit qui se transforma en une douleur diffuse alors qu'il glissait le long du tronc et s'effondrait sur le tapis de feuilles mortes. Il essaya de respirer et ne put pas. Essaya de bouger et ne put pas. Il ne pouvait que rester là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, et regarder la créature qui venait de le projeter à 6 mètres se tenir au-dessus de lui, la tête inclinée à cet angle étrange, presque curieux. Elle respirait fort. Il pouvait entendre l'air entrer et sortir de ses poumons massifs, pouvait voir sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. De près, l'odeur était si intense qu'elle semblait avoir un poids physique, l'écrasant, remplissant son monde de rien d'autre que de musc, de fourrure mouillée et de la nuance cuivrée du sang frais. La créature se pencha plus près. Son visage était à quelques centimètres du sien maintenant. Ses yeux sombres fixaient ceux de Robert avec une intensité qui lui donnait l'impression que son âme était pesée et mesurée par quelque chose d'ancien et d'insondable. Son souffle l'enveloppa, chaud et humide, et portait une odeur de végétation en décomposition qui lui souleva l'estomac. Elle émit un son, une basse vocalisation grondante que Robert sentit dans sa poitrine plus qu'il ne l'entendit avec ses oreilles. Pas un grognement, exactement. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui communiquait une information qu'il ne pouvait pas tout à fait analyser, mais que son cerveau reptilien comprenait parfaitement. « Va-t'en !» disait ce son. « Ne reviens pas !» Puis, la créature se redressa, se tourna et retourna vers la paroi rocheuse avec cette même démarche étrange et fluide que Robert avait entreaperçue à travers le brouillard.
Elle se déplaçait lentement maintenant, ménageant sa cheville blessée, et alors qu'elle atteignait l'ombre du surplomb, elle s'arrêta et le regarda une dernière fois. Robert passerait le reste de sa vie à essayer de décrire l'expression dans ses yeux. Ce n'était pas de la haine. Il en était sûr. Ce n'était même pas vraiment de la colère, malgré ce que la créature venait de lui faire. Le plus proche qu'il pouvait trouver était quelque chose comme de la déception, ou peut-être de l'épuisement. Le regard d'une créature qui avait été dérangée chez elle trop de fois, et qui était fatiguée de devoir gérer les intrus. Puis, elle fut partie, disparaissant dans une fissure de la paroi rocheuse que Robert n'avait même pas remarquée, et il était seul dans la clairière avec 3 côtes fêlées et la conscience grandissante qu'il pourrait bien mourir ici. Les 2 heures suivantes furent les plus longues de la vie de Robert. Il resta allongé sur les feuilles pendant peut-être 20 minutes avant que sa respiration ne se normalise assez pour qu'il tente de bouger. Même alors, chaque petit changement de position envoyait des éclairs de douleur à travers son flanc droit. Les côtes n'étaient pas seulement fêlées, il était presque sûr qu'au moins l'une d'elles était complètement cassée, et il pouvait la sentir grincer contre quelque chose de mou et d'interne chaque fois qu'il essayait de prendre une profonde inspiration. Une hémorragie interne était une possibilité réelle, un poumon perforé aussi, l'état de choc aussi, qui s'installait probablement déjà vu à quel point il se sentait soudainement froid malgré sa lourde veste. Mais Robert n'allait pas mourir dans ces bois. Il avait pris cette décision quelque part pendant les minutes interminables passées sur le dos à regarder la canopée de rhododendrons. Et une fois qu'il l'eut prise, tout le reste devint une question de logistique. Le ciel au-dessus de lui était un patchwork de feuilles cireuses et de nuages gris, s'éclaircissant lentement alors que le soleil poursuivait son ascension. Robert se concentra sur cette lumière, l'utilisant comme une encre pour rester présent, pour ne pas sombrer dans l'obscurité qui tirait constamment sur les bords de sa conscience. Il avait des choses à faire. Il devait se lever. Il devait marcher. Il devait survivre. La survie. C'était un concept qu'il avait toujours compris de manière abstraite. Il était un homme des bois, après tout, formé par son père à toutes les manières dont un homme pouvait mourir dans la nature et comment les éviter. Mais il ne l'avait jamais vécu comme un impératif viscéral auparavant. Maintenant, c'était tout ce qui existait. Chaque cellule de son corps était concentrée sur la seule tâche de continuer à fonctionner, de pousser le sang dans les veines, l'air dans les poumons et les neurones à travers les synapses. Tout le reste, la peur, la douleur, la confusion, était mis de côté par le besoin écrasant de continuer à vivre. Son téléphone était toujours dans sa poche. Il le sortit avec des mains tremblantes et vérifia l'écran. 3% de batterie. Pas de réseau. Il était trop profond dans le creux, trop loin de toute antenne relais. Il désactiva quand même le mode avion, espérant désespérément que quelque chose passerait, et tapa un texto à son frère David. Blessé grave Pisgah Nef Nord de FSR 1362, besoin aide. Le message resta dans sa boîte d'envoi, refusant de partir. Il tint le téléphone au-dessus de sa tête, espérant une barre de réseau égarée, et regarda l'indicateur de batterie tomber à 2%. Son bras tremblait sous l'effort de tenir l'appareil en l'air, et sa vision commençait à se brouiller sur les bords. C'était ça. C'était sa seule chance. Si le message ne partait pas, personne ne saurait où le trouver. Personne ne commencerait même à chercher avant qu'il ne rentre pas chez lui ce soir. Et d'ici là, le texto partit. Du moins, le téléphone prétendit que c'était le cas. Une petite coche apparut à côté du message, et Robert laissa son bras retomber à son côté. Il n'y avait aucun moyen de savoir si David le recevrait, s'il était même réveillé, si le message ferait autre chose que de rester dans l'éther numérique, jusqu'à ce que le corps de Robert soit découvert par des randonneurs des semaines plus tard. Mais c'était quelque chose. C'était de l'espoir. Il remit le téléphone dans sa poche et commença le long processus de se mettre sur ses pieds. Se lever prit près de 5 minutes. Il utilisa un tronc de rhododendron comme support,
se hissant centimètre par centimètre, tandis que ses côtes hurlaient de protestation. La douleur était une chose vivante, un feu qui brûlait dans sa poitrine à chaque minuscule mouvement. Et au moment où il fut debout, il était trempé de sueur malgré le froid. Sa vision avait développé une étrange qualité pulsatile sur les bords, ce qui signifiait probablement qu'il entrait en état de choc. Il ne pouvait pas se permettre d'entrer en état de choc. Pas ici. Pas maintenant. Robert s'agrippa au tronc de rhododendron et se força à faire le point. Il pouvait respirer, bien que ça fasse mal. Il pouvait se tenir debout, bien que ça fasse mal. Il pouvait bouger ses jambes, ses bras, ses mains. Rien n'était cassé en dessous de la taille, ce qui signifiait qu'il pouvait marcher. Il pouvait parcourir les 3 kilomètres jusqu'à son pick-up s'il était prudent. S'il gérait son rythme, s'il ne faisait rien de stupide comme s'évanouir au milieu du sentier. Il n'avait pas sa carabine. Elle était quelque part dans les rhododendrons, jetée de côté par la créature lors de leur brève et violente rencontre. Il devrait la chercher. Il devrait absolument la chercher. Mais l'idée de se pencher, de fouiller dans les sous-bois, de faire autre chose que de mettre un pied devant l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne son pick-up, c'était trop. La carabine devrait rester perdue. Robert se mit à marcher. Le sentier du retour semblait plus long qu'il ne s'en souvenait. Chaque pas était un exercice de gestion de la douleur, de respiration superficielle pour éviter de trop bouger ses côtes, de lutte contre l'obscurité qui ne cessait de s'immiscer au bord de sa vision. Le brouillard s'était complètement dissipé maintenant, remplacé par une faible lumière solaire d'automne qui filtrait à travers les branches nues au-dessus de lui et projetait des ombres étranges et mouvantes sur le sol. Chaque ombre le faisait sursauter. Chaque branche qui craquait le faisait pivoter, cherchant une menace qui n'était pas là. Il passa devant ces pièges sans les vérifier. Ça ne servait à rien maintenant. Il ne pourrait rien transporter même s'il trouvait du gibier. Et de toute façon, il en avait fini avec ces bois. Il le savait avec une certitude qui dépassait la pensée rationnelle. Quoi qu'il ait rencontré dans cette clairière, quoi que ce soit qu'il ait cloué au sol et les regardé dans les yeux avec cette expression ancienne et lasse, cela avait revendiqué ce territoire. Robert n'était qu'un intrus qui avait reçu un unique avertissement. Il n'aurait pas besoin d'un second. Le pick-up apparut à travers les arbres, à 10h23. Robert vit sa forme verte familière et sentit ses jambes presque flancher de soulagement. Il atteignit la portière du conducteur et s'affaissa contre le métal froid, respirant par petites gorgées prudentes qui ne bougeaient pas trop ses côtes. Ses clés étaient toujours dans sa poche. Petite miséricorde. Il les sortit en tâtonnant et réussit à déverrouiller la portière à la 3e tentative, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine coordonner le simple mouvement. Entrer à l'intérieur fut une autre épreuve. Hisser son corps dans la cabine, tirer ses jambes après lui, tendre le bras par-dessus sa poitrine pour attraper la poignée de la portière et la fermer. Au moment où il fut derrière le volant, il pleurait. Pas de peur, pas de douleur, mais de simple épuisement et du soulagement écrasant d'être dans un endroit qui semblait, ne serait-ce que temporairement, sûr. Il tourna la clé. Le moteur démarra au premier essai. Le chauffage commença à pomper de l'air chaud dans la cabine et Robert le laissa l'envahir tandis qu'il restait assis, le front pressé contre le volant, essayant de rassembler assez de force pour conduire. Son téléphone vibra dans sa poche. David. La réponse de son frère brillait sur l'écran fissuré. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu exactement ?» Robert répondit. « Attaque. Animal. Je conduis vers les urgences d'Asheville maintenant. » Il n'attendit pas de réponse. Il passa une vitesse et commença la longue et douloureuse descente de la montagne. Les urgences de l'hôpital Mission étaient un chaos de bruit et de lumière que Robert enregistra à peine. Il se souvint s'être garé de travers sur 2 places, ne prenant pas la peine de redresser le pick-up car le simple fait de tourner le volant envoyait des vagues d'agonie à travers sa poitrine. Il se souvint avoir franchi les portes automatiques sur des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre,
chaque pas un miracle soigneusement orchestré d'équilibre et de volonté. Il se souvint du visage de l'infirmière de triage, une jeune femme aux cheveux sombres attachée en queue de cheval, et de la façon dont son expression passa d'une préoccupation professionnelle à une alarme à peine dissimulée en le voyant. « Monsieur ? Monsieur ? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Robert ouvrit la bouche pour répondre, et les mots ne vinrent pas. Sa langue semblait épaisse et maladroite, et sa vision faisait des choses étranges, se rétrécissant en un tunnel avec le visage de l'infirmière au bout. Il la vit se lever, la vit faire un geste à quelqu'un derrière lui, vit sa bouche former des formes qui auraient pu être un appel à l'aide. Puis, le sol se leva pour le rencontrer, et le monde disparut. Il se réveilla dans un lit d'hôpital, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les stores, et son frère David assis sur une chaise à côté de lui. La chambre sentait l'antiseptique, et l'air recyclé, et quelque part à proximité, une machine bipait à un rythme régulier et monotone, que Robert reconnut vaguement comme son propre rythme cardiaque. Bon sang, Bobby. Le visage de David était pâle, ses mains jointes entre ses genoux. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que Robert l'avait vu, bien que ce ne fût qu'il y a 3 semaines, au dîner d'anniversaire de leur mère. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bordel? Robert essaya de parler et trouva sa gorge râpeuse et sèche, décapée par le tube qui y était descendu pendant que les médecins s'occupaient de lui. David lui tendit un gobelet d'eau avec une paille et il but avec reconnaissance avant de tenter une réponse. L'eau était froide et avait un léger goût de plastique, mais c'était la chose la plus merveilleuse que Robert ait jamais connue. Il était en vie, il était à l'hôpital, il allait s'en sortir. Un ours, dit-il. Le mensonge sortit sans pensée consciente, une dissimulation réflexe de ce qu'il avait réellement vécu. Son cerveau avait déjà fait le calcul. La vérité signifiait l'incrédulité, les questions, le genre d'attention qui rendrait sa vie impossible. Le mensonge signifiait la sympathie, un récit clair, être laissé seul pour guérir en paix. Un gros. J'ai été surpris en vérifiant ma ligne de piège. David fronça les sourcils. Un ours t'a attaqué? Ça ne ressemble pas à... Il protégeait quelque chose. Des petits, peut-être. Je ne les ai pas vus. Mais c'est la seule chose qui ait du sens. Le mensonge prenait forme maintenant, développant sa propre logique interne. L'esprit de Robert remplissait déjà les détails, créant un faux souvenir qu'il pourrait maintenir lors des interrogatoires. Je vérifiais un piège dans un couvert épais. Je ne l'ai pas vu avant qu'il ne soit trop tard. Elle a chargé, m'a projeté contre un arbre. J'ai de la chance qu'elle n'ait pas insisté. Un médecin entra avant que David ne puisse poser plus de questions. 3 côtes fêlées, comme Robert l'avait soupçonné, plus une légère commotion cérébrale et de profondes contusions dans le dos, là où il avait heurté l'arbre. Pas d'hémorragie interne, ce qui était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle était qu'il passerait au moins une nuit à l'hôpital en observation, et après cela, il lui faudrait 6 à 8 semaines de convalescence avant de pouvoir faire une activité physique sérieuse. « Vous avez de la chance », dit le médecin. « Les attaques d'ours peuvent être beaucoup plus graves. Vous avez dû lui faire peur avant qu'elle ne s'acharne vraiment sur vous. » Robert hocha la tête et ne dit rien sur les créatures qui mesuraient 2,40 m et avaient des mains capables de plier de l'acier. David resta avec lui jusqu'au soir, parlant de tout et de rien. Le travail, la santé de leur mère, la saison de football. Robert laissa les mots le traverser sans vraiment l'écouter. Son esprit retournait sans cesse à la clairière, à ses yeux sombres fixant les siens, au son de cette basse vocalisation grondante qui avait signifié « va-t'en » dans une langue plus ancienne que l'humanité. Après le départ de David, qui promit de revenir le matin, Robert resta allongé dans le noir, fixant le plafond
et essayant de comprendre ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas un homme porté sur les pensées fantaisistes. Il croyait aux choses qu'il pouvait voir, toucher et mesurer. Le poids d'une peau de lynx roux, la tension d'un ressort de piège, l'angle d'une plaque de détente appropriée. Il n'avait jamais cru au Bigfoot. Il s'était moqué des émissions de télévision, des publications haletantes sur Internet et des photographies granuleuses qui semblaient toujours ne montrer rien de plus qu'un ours debout sur ses pattes arrière ou un homme en costume marchant dans les bois. Mais ce qu'il avait vu ce jour-là ne rentrait dans aucune catégorie qu'il comprenait. Ce n'était pas un ours, ce n'était pas un homme, c'était tout autre chose, quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose que la partie rationnelle de son cerveau insistait ne pouvait pas exister, même si les preuves de ses propres sens lui disaient le contraire. Il pensa à en parler à quelqu'un, au médecin, peut-être, ou à David. Il imagina leur visage alors qu'il décrivait la créature dans la clairière, la façon dont elle s'était déplacée, l'intelligence dans ses yeux. Il imagina l'inquiétude, les regards de côté, les suggestions discrètes qu'il devrait peut-être parler à quelqu'un de ce qu'il avait vécu. Un thérapeute, peut-être. Quelqu'un qui pourrait l'aider à traiter le traumatisme de son attaque d'ours de manière saine. Il le prendrait pour un fou. C'était le seul résultat possible. Et le pire, c'est que Robert n'était pas entièrement sûr qu'ils auraient tort. Il s'était cogné la tête. Le médecin avait confirmé une commotion cérébrale. Peut-être avait-il tout halluciné. La créature, la clairière, les yeux qu'il avait regardés avec une telle lassitude ancienne. Peut-être que son cerveau privé d'oxygène avait pris le chaos d'une attaque d'ours et l'avait transformé en quelque chose de plus étrange. Quelque chose que son subconscient avait créé pour donner un sens à un acte de violence aléatoire. Mais il avait toujours son téléphone. Et sur son téléphone, avant que la batterie ne meure complètement, il avait pris une photo du piquet d'ancrage tordu du premier piège détruit. Robert attrapa le téléphone sur sa table de chevet. L'hôpital l'avait branché pour lui, et il affichait maintenant une charge complète. Il ouvrit ses photos et fit défiler jusqu'à l'image. Le piquet était là, plié à cet angle impossible. Il zooma, étudiant la courbe nette du métal, cherchant tout signe qu'il aurait pu être plié par des moyens normaux. Il ne trouva rien. Le piquet était une tige d'acier massif, de 2 cm d'épaisseur et 45 de long. Et quelque chose l'avait plié comme un trombone. Pas un ours. Les ours n'avaient pas de main capable de saisir de l'acier et de le plier. Les ours n'avaient pas le levier, la patience ou l'intelligence pour ce genre de travail. Il passa à ses textos et relut le bref échange avec David. Blessé grave Pisgah Nef Nord de FSR 1362, besoin aide. Le message avait été envoyé à 8h47. David avait répondu à 8h52. Environ 15 minutes plus tard, selon l'horodatage du ticket de parking qu'il avait trouvé dans sa poche, Robert s'était garé sur le parking de l'hôpital. Il avait été dans les bois pendant près de 3 heures après l'attaque. 3 heures de marche, avec des côtes fêlées et une commotion cérébrale, luttant contre la douleur, la confusion et le sentiment constant et paranoïaque que quelque chose l'observait depuis les arbres. Il ne se souvenait de presque rien. Le temps entre l'envoi de ce texto et l'arrivée à l'hôpital était un flou gris, ponctué seulement d'images fragmentaires. Le soleil sur son visage, le craquement des feuilles sous ses pieds, le son lointain d'un oiseau chantant quelque part dans la canopée. Que s'était-il passé pendant ces heures? Avait-il vraiment juste marché? Ou quelque chose d'autre s'était-il produit? Quelque chose que son cerveau traumatisé refusait de le laisser se souvenir? Il posa le téléphone et ferma les yeux. Le sommeil vint finalement, et avec lui, les rêves. Dans les rêves, il était de retour dans la clairière. La créature était là, debout près de la paroi rocheuse, mais cette fois, elle ne chargeait pas. Cette fois,
Elle le regardait simplement avec ses yeux sombres et anciens. Et Robert comprenait, de la manière dont on comprend les choses dans les rêves, qu'elle essayait de communiquer quelque chose d'important. Mais les mots ne venaient pas. Chaque fois que la créature ouvrait la bouche, tout ce qui en sortait était ce son bas et grondant que Robert sentait dans sa poitrine plutôt qu'il ne l'entendait avec ses oreilles. « Va-t'en, ne reviens pas ». Le message était toujours le même, répété encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une sorte de rythme, un battement de cœur dans l'obscurité du rêve. Il se réveilla avec la lumière du soleil et le son d'une infirmière vérifiant ses constantes vitales. C'était le matin. Il avait survécu à une autre nuit. David arriva à 9 heures, avec des vêtements de rechange et la nouvelle que le pick-up allait bien. Il avait demandé à un ami de le ramener du parking de l'hôpital et de le laisser chez Robert. « Mais tu ne vas conduire nulle part pendant un moment », ajouta David. Le médecin dit pas de conduite d'engin lourd jusqu'à ce que la commotion soit passée. Robert hocha la tête. Il ne prévoyait de conduire nulle part de toute façon. Il ne prévoyait pas de faire grand-chose d'autre que de rester très immobile et d'essayer de ne pas penser à ce qui l'attendait dans ces montagnes. Le médecin le laissa sortir cet après-midi-là, avec une liasse d'instructions sur les protocoles de commotion cérébrale et une ordonnance d'analgésique que Robert n'avait aucune intention d'aller chercher. Il avait vu ce que les opioïdes faisaient aux gens dans la vallée. Les yeux vitreux, les visages mous, la lente spirale vers la dépendance et le désespoir. Il prendrait de l'ibuprofène et gérerait la douleur à l'ancienne. David le ramena chez lui, une petite maison à la périphérie de Black Mountain que Robert avait hérité de ses parents 15 ans auparavant. C'était un endroit simple, 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui n'avait pas été mise à jour depuis l'administration Reagan. Mais c'était à lui, et c'était familier. Et alors qu'il sortait avec précaution de la voiture de David et montait les 3 marches en bois du porche d'entrée, il ressentit la chose la plus proche de la paix qu'il ait connue depuis son entrée dans les bois le matin précédent. Cette paix dura environ 4 heures. Robert était assis sur son canapé, regardant les informations du soir sans vraiment les voir, quand son téléphone vibra avec une notification d'email. Il faillit l'ignorer. Il n'attendait rien d'important, et l'idée d'interagir avec le monde extérieur semblait épuisante. Mais quelque chose le poussa à attraper le téléphone et à vérifier le message quand même. L'email provenait d'une femme nommée Sarah Chen, s'identifiant comme la rédactrice en chef d'un blog de loisirs de plein air appelé Appalachian Wilderness. L'objet était « Votre rencontre avec le Bigfoot ». Robert fixa l'écran un long moment, son rythme cardiaque commençant à s'accélérer. « Monsieur Greywolf », lisait l'email, « j'essaie de vous joindre depuis hier soir concernant un incident dans la Pisgah National Forest. Un ami de l'hôpital Mission a mentionné que vous aviez été admis avec des blessures compatibles avec une attaque d'animal sauvage, mais lorsque j'ai parlé à un garde forestier ce matin, il a dit qu'il n'y avait eu aucun signalement d'activité d'ours dans cette zone récemment. Compte tenu de l'endroit que vous avez mentionné dans votre formulaire d'admission aux urgences, FSR 1362, je me demande si vous n'auriez pas rencontré autre chose là-bas. Notre blog a documenté plusieurs observations inhabituelles dans ce couloir au cours des 5 dernières années. Et votre expérience pourrait correspondre à un schéma que nous suivons. J'aimerais beaucoup vous parler, en toute confidentialité bien sûr, de ce qui s'est passé. Veuillez m'appeler dès que possible. Robert supprima l'email sans répondre. Mais le malaise qu'il avait réveillé ne disparut pas. Quelqu'un à l'hôpital avait parlé, soit directement à cette Sarah Chen, soit à quelqu'un qui la connaissait. Ces informations médicales étaient censées être privées, mais la vie privée était un concept mince dans une communauté aussi petite que celle entourant Asheville. Les nouvelles circulaient, les histoires se propageaient. Il pensa au piquet tordu sur son téléphone. Il pensa à la photographie dans sa pellicule, attendant d'être partagée, supprimée ou oubliée. 3 jours plus tard, le premier article parut.
C'était sur le blog de Sarah Chen, et il ne nommait pas Robert directement. Il faisait juste référence à un trappeur local qui avait été hospitalisé après une rencontre avec un animal non identifié près de la FSR 1362. L'article était principalement spéculatif, reliant l'expérience du trappeur anonyme à une série d'observations signalées dans la région au cours de la décennie précédente. Des bruits étranges dans la nuit, des empreintes de pas inhabituelles dans la boue, un sentiment d'être observé que les randonneurs signalaient avec une fréquence surprenante le long de ce tronçon particulier du sentier. Robert lut l'article 3 fois, son estomac se nouant à chaque passage. Ce n'était pas exact. Sarah Chen s'était trompée sur plusieurs détails, mélangeant les lieux et les chronologies d'une manière qui serait évidente pour quiconque connaissait la région. Mais c'était assez proche pour le mettre mal à l'aise, assez proche pour que quelqu'un qui le connaissait, qui connaissait sa ligne de piège et ses habitudes, puisse faire le lien. Il pensa à l'appeler, lui dire de retirer l'article, la menacer de poursuites judiciaires si elle ne le faisait pas. Mais cela ne ferait que confirmer ses soupçons, n'est-ce pas? Mieux valait ne rien dire. Mieux valait laisser l'histoire mourir d'elle-même, privée de nouvelles informations, oubliée dans le tourbillon sans fin du contenu Internet. Une semaine plus tard, son frère David appela. Bobby. La voix de David était étrange, hésitante d'une manière que Robert avait rarement entendue. « Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. »« D'accord. As-tu vraiment été attaqué par un ours ?» La prise de Robert se resserra sur le téléphone. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce qu'il y a une histoire qui circule. Ce blog, celui qui couvre tous les trucs bizarres en plein air. Ils disent que tu aurais pu voir autre chose là-bas. Quelque chose qui n'était pas un ours. » David fit une pause. « Maman m'a appelé ce matin. Quelqu'un lui a dit que son fils avait été attaqué par le Bigfoot. Elle est assez bouleversée, Bobby. Elle pense que tu fais une sorte de dépression. » Robert ferma les yeux. Il aurait dû s'y attendre. Dans une communauté comme la leur, les ragots voyageaient plus vite qu'un feu de forêt et ils mutaient en chemin. À présent, l'histoire avait probablement pris des proportions méconnaissables. Un conte de Robert Greywolf, le trappeur fou qui pensait avoir été attaqué par une créature mythique. « C'était un ours, dit-il, et le mensonge avait un goût de cendre dans sa bouche. Je ne sais pas d'où vient tout ce reste. Quelqu'un à l'hôpital a dû se tromper sur ce que j'ai dit. Tu es sûr? Parce que j'ai lu des trucs là-dessus, Bobby. Et il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir vu des choses dans ces montagnes. Des choses qui n'ont pas de sens. Certaines ressemblent beaucoup à... » « C'était un ours, David. » La voix de Robert sortit plus sèche qu'il ne l'avait voulu. « Je piège dans ces bois depuis 30 ans. Je sais ce que j'ai vu. C'était un ours noir, probablement un grand mâle, et il m'a surpris dans un couvert épais. C'est tout. » David resta silencieux un long moment. « D'accord, dit-il finalement. D'accord, je te crois. Mais peut-être que tu devrais appeler cette blogueuse et mettre les choses au clair, avant que cette histoire ne prenne encore plus d'ampleur. » Robert dit qu'il y réfléchirait. Il raccrocha et resta assis dans le crépuscule grandissant de son salon, à ne rien regarder. Il n'appela pas Sarah Chen. Mais l'histoire ne mourut pas non plus. D'autres articles parurent au cours des semaines suivantes. D'autres blogs reprirent l'histoire, chacun ajoutant ses propres embellissements. Au moment où décembre arriva, l'incident de la FSR 1362 était devenu une petite sensation dans le monde restreint, mais enthousiaste des chasseurs de cryptides. Le nom de Robert n'y était pas attaché. Sarah Chen avait tenu sa promesse de confidentialité, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. L'absence d'un témoin identifiable permettait à la spéculation de se déchaîner. Certains prétendaient que le trappeur blessé avait en fait capturé des images de la créature. D'autres insistaient sur le fait qu'il avait été tué et que l'histoire de l'hôpital était une dissimulation. Une théorie particulièrement délirante
proposé que tout l'incident avait été mis en scène par le service forestier pour décourager les randonneurs d'utiliser le sentier. Robert arrêta de lire les articles. Il arrêta de vérifier ses emails. Il arrêta de répondre à son téléphone, à moins que l'identification de l'appelant ne montre un numéro qu'il reconnaissait. Il devint, en l'espace de quelques semaines, quelque chose de très proche d'un ermite. Ses blessures guérirent lentement. Les côtes se resoudèrent, bien qu'elles lui fassent mal chaque fois que le temps changeait. Les symptômes de la commotion s'estompèrent, bien qu'il ait encore du mal à se concentrer pendant de longues périodes. Fin décembre, il était physiquement capable de retourner à sa ligne de piège. Il n'y alla pas. Au début, il se dit que c'était le temps. De fortes chutes de neige avaient recouvert les montagnes dans les semaines précédant Noël, rendant les déplacements difficiles et le piégeage impraticable. Mais même après la fonte de la neige et que les sentiers redevinrent praticables, Robert trouva des raisons de rester à la maison. Le pick-up avait besoin d'entretien. Il avait de la paperasse à rattraper. Son frère venait pour le nouvel an. La vérité, qu'il n'admettait à personne, y compris à lui-même, était qu'il avait peur. Pas de la créature, ou du moins, pas principalement de la créature. Il avait peur de ce que signifierait un retour dans ces bois. Peur de trouver d'autres pièges détruits, d'autres pistes de sang, d'autres preuves de quelque chose que son esprit rationnel refusait toujours d'accepter pleinement. Peur que la rencontre dans la clairière n'ait pas été une aberration, mais une nouvelle normalité, une réalité permanente qu'il devrait naviguer aussi longtemps qu'il continuerait à travailler sur cette ligne de piège. Et en dessous de tout cela, dans un endroit si profond qu'il pouvait à peine y accéder, il avait peur de ne plus jamais revoir la créature. Que son unique aperçu de quelque chose de vraiment extraordinaire ne s'estompe dans la mémoire et le doute, devenant juste une autre histoire que personne ne croyait. Janvier passa. Février. La saison du piégeage se termina et Robert n'avait pas mis les pieds dans la Pisgah National Forest depuis le matin de son attaque. Début mars, il prit une décision. Il mit la maison en vente. Elle se vendit rapidement. Les prix de l'immobilier dans la région de Black Mountain grimpaient depuis des années, poussés par les retraités fuyant les villes et les jeunes couples attirés par le style de vie montagnard. Robert repartit avec assez d'argent pour recommencer ailleurs, quelque part loin des ragots, de la spéculation et des regards entendus qu'il avait commencé à recevoir en ville. Il pensa au nord-ouest Pacifique, où la communauté des cryptides était encore plus active et les montagnes encore plus reculées. Il pensa à l'Alaska, où un homme pouvait disparaître dans la nature et ne jamais être retrouvé. Il pensa au Canada, à l'Amérique du Sud, à tous les endroits sauvages du monde, où quelque chose comme la créature de la clairière pourrait encore errer, invisible et inexpliqué. Finalement, il choisit la Floride. C'était à peu près aussi loin des Appalaches qu'il pouvait aller tout en restant aux États-Unis continentaux. Plat, chaud, des alligators au lieu d'ours, des marécages au lieu de montagnes. Un paysage si différent de tout ce qu'il avait connu que ça aurait pu être une autre planète. Le trajet vers le sud lui prit 2 jours, et à chaque kilomètre, il sentait le poids des montagnes se soulever de ses épaules. Au moment où il traversa la frontière de la Géorgie, les crêtes bleues familières s'étaient estompées en ombre lointaine dans son rétroviseur. Au moment où il atteignit Jacksonville, elles avaient complètement disparu, remplacées par la platitude monotone de la plaine côtière. Il traversa des forêts de pins qui s'étendaient jusqu'à l'horizon sans une seule colline pour les briser, à travers des marécages où les arbres poussaient droit hors de l'eau sombre, à travers des villes aux noms qui ne signifiaient rien pour lui et des visages qui ne savaient rien de ce qu'il avait laissé derrière lui. C'était exactement ce dont il avait besoin. Une page blanche, un nouveau départ, un endroit où personne n'avait jamais entendu parler de l'incident de la FSR 1362 et où le mot Bigfoot
n'était qu'un autre élément de la culture pop. Il acheta une petite maison à la périphérie d'Ocala, entourée de haras et de chênes verts dégoulinant de mousse espagnole. La maison n'avait rien de spécial. Un plain-pied de 3 chambres construit dans les années 1980, avec une véranda grillagée, un garage indépendant et un jardin dont quelqu'un s'était autrefois occupé mais qui était tombé en friche depuis des années. Robert ne se souciait pas de la négligence. Cela lui donnait quelque chose à faire. Il passa ses premières semaines en Floride à réparer des gouttières, à remplacer des moustiquaires et à arracher des mauvaises herbes qui avaient poussé jusqu'à la taille dans les parterres de fleurs. Le travail physique lui faisait du bien. Il gardait ses mains occupées et son esprit concentré sur le présent immédiat, sur des problèmes qui pouvaient être résolus avec des outils, des efforts et du temps. Il n'avait pas à penser à ce qu'il avait laissé derrière lui. Il n'avait pas à se demander ce qu'il attendait encore dans ces montagnes. Il pouvait simplement travailler et laisser la sueur laver les souvenirs qui hantaient encore ses rêves. Il trouva du travail dans un magasin d'aliments pour animaux, un travail qui ne nécessitait aucune compétence particulière et le mettait en contact avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'incident de la FSR 1362 et qui s'en seraient fichus s'ils l'avaient su. Le magasin servait la communauté équestre locale. Entraîneurs, éleveurs, cavaliers amateurs. Le riche retraité occasionnel qui avait déménagé du Nord-Est et acheté une ferme de gentleman comme moyen de défiscalisation. Robert apprit leurs noms, leurs animaux, leurs préférences en matière de foin, de céréales et de compléments. Il devint lentement une partie de leur communauté. Mais il restait à l'écart. Il ne se fit pas d'amis. Il ne parlait pas de son passé. Quand les gens lui demandaient d'où il venait, il disait « Caroline du Nord » et changeait de sujet. Quand il lui demandait ce qui l'avait amené en Floride, il disait « raison familiale » et n'offrait rien de plus. La plupart des gens respectaient sa réticence. Quelques-uns essayèrent de la forcer et se heurtèrent à un mur poli, mais impénétrable de vagues plaisanteries. Finalement, tout le monde comprit le message. Robert Greywolf n'était pas un homme qui partageait son histoire. Mais les souvenirs ne s'estompèrent pas. La nuit, allongé dans son nouveau lit étrange, dans sa nouvelle maison étrange, Robert fermait les yeux et voyait ses yeux sombres et anciens le fixer. Il sentait le poids de ce corps massif le presser contre l'arbre. Il sentait le musc, la fourrure mouillée et la nuance cuivrée du sang. Et il entendait ce son, cette basse vocalisation grondante qu'il sentait dans sa poitrine plutôt qu'il ne l'entendait avec ses oreilles. « Va-t'en, ne reviens pas ». Il était parti, il ne revenait pas. Il avait fait tout ce que la créature semblait avoir exigé de lui. Mais Robert savait, avec une certitude qui dépassait la logique ou la raison, que la créature était toujours Lador, marchant toujours dans ses forêts anciennes, observant toujours depuis les ombres avec ses yeux sombres et patients. Et il savait que tant qu'il vivrait, il ne serait jamais entièrement sûr que ce qu'il avait vécu était réel. Les doutes avaient beau commencer presque immédiatement. À l'hôpital, fixant le plafond, il avait déjà commencé à se demander. La commotion, la douleur, les heures de marche à travers les bois avec son cerveau privé d'oxygène et inondé d'adrénaline. N'importe lequel de ces facteurs pouvait expliquer une hallucination. Tous ensemble, ils la rendaient presque certaine. Mais le piquet tordu, les pièges détruits, la piste de sang qu'il avait suivie dans les rhododendrons avant. Avant quoi? C'était le problème. Il ne se souvenait pas clairement de la confrontation. La charge, oui. L'impact contre l'arbre, certainement. Mais les détails, le visage de la créature, ses yeux, l'étrange compréhension qui était passée entre eux, ses souvenirs avaient de la qualité des rêves plutôt que de l'expérience vécue. Vifs, lorsqu'il y accédait pour la première fois, il semblait s'estomper et changer chaque fois qu'il essayait de se les remémorer, devenant moins certain à chaque répétition. Peut-être que David avait raison, peut-être que leur mère avait raison,
Peut-être avait-il subi une crise psychotique dans les bois, déclenchée par le stress, les blessures et l'isolement de travailler seul dans la nature pendant trop d'années. Peut-être que la créature n'était rien de plus qu'un rêve fiévreux, son cerveau traumatisé construisant un récit pour expliquer la violence aléatoire d'une attaque d'ours. Il voulait le croire. Ce serait tellement plus facile s'il pouvait simplement accepter le mensonge confortable et continuer sa vie. Mais chaque fois qu'il commençait à s'en convaincre, il se souvenait du piquet tordu. Il sortait son téléphone, regardait la photographie, et il savait qu'aucun ours n'avait fait ça. Aucune hallucination ne pouvait plier de l'acier. Quelque chose avait été dans ces bois, avec lui. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Et maintenant, 6 mois plus tard, et à 1500 kilomètres de là, Robert ne pouvait toujours pas décider si cette connaissance était un cadeau ou une malédiction. Le premier anniversaire de la rencontre passa sans cérémonie. Robert le marqua seulement en s'asseyant sur sa véranda arrière, dans la chaleur de la Floride, buvant une bière et regardant le soleil se coucher sur les pâturages à chevaux. Il pensa aux montagnes, il pensa au brouillard, au froid et à la sensation de la forêt avant que tout ne tourne mal. Sa justesse, le sentiment d'appartenir à un paysage qui était dans sa famille depuis des générations. Ça lui manquait. Dieu l'aide, ça lui manquait toujours. Son téléphone vibra. Un email de Sarah Chen. Elle avait réussi à trouver sa nouvelle adresse et lui envoyait un message pour lui demander s'il reconsidérerait de lui parler. L'histoire ne disparaît pas, écrivait-elle. D'autres personnes se sont manifestées avec leurs propres expériences. Certaines sont très similaires à ce que vous auriez rencontré. Je pense qu'il se passe quelque chose d'important dans ces montagnes, et votre témoignage pourrait nous aider à le comprendre. Robert supprima l'email. Mais cette nuit-là, il rêva de nouveau de la clairière. La créature était là, debout, près de la paroi rocheuse, le regardant avec ses yeux sombres et anciens. Et cette fois, quand elle ouvrit la bouche, des mots sortirent à la place de ce son, grondant. « Tu es en sécurité maintenant », dit-elle, d'une voix qui ressemblait à des pierres se broyant les unes contre les autres. « Tu peux arrêter de fuir. » Robert se réveilla avec des larmes sur les joues et aucun souvenir de la raison pour laquelle il pleurait. La deuxième année fut plus facile. Les cauchemars s'estompèrent pour devenir mensuels, puis trimestriels. Il commença à nouer des liens timides avec ses voisins. Pas des amitiés, exactement, mais le genre de connaissances occasionnelles qui rendaient dans la vie en communauté supportable. Il rejoignit une église, bien qu'il assistât rarement aux offices. Il adopta un chien, un beagle croisé âgé qu'il nomma Scout sans raison particulière. Le magasin d'aliments pour animaux le promut directeur adjoint. L'augmentation n'était pas significative, mais la responsabilité lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer, en dehors du lent passage du temps. Il ne pensait plus aussi souvent aux montagnes, ne sortait plus son téléphone pour regarder la photographie du piquet tordu, ne se réveillait plus au milieu de la nuit avec l'odeur de fourrure mouillée et de décomposition lui remplissant les narines. La guérison, se dit-il. Voilà à quoi ressemblait la guérison. Mais guérir n'était pas la même chose qu'oublier. Et il y avait encore des moments, généralement tard, le soir, généralement seul, généralement après un rêve, où Robert sentait le poids de ce qu'il savait l'écraser comme une force physique. Il avait vu quelque chose d'impossible. Il avait regardé dans les yeux de quelque chose qui ne devrait pas exister, et cela l'avait regardé en retour. Quoi qu'il arrive d'autre dans sa vie, quelles que soient les routines confortables qu'il construisait dans cet état plat, chaud et infesté d'alligators, cette vérité demeurait. Il était le seul témoin, la seule personne qui savait avec certitude ce qu'il y avait dans ces bois. Et un jour, peut-être pas cette année, peut-être pas la suivante, mais un jour, il devrait décider quoi faire de cette connaissance. L'appel de David arriva un jeudi après-midi de fin octobre, 3 ans après la rencontre. « Maman est décédée », dit David.
la voix épaisse de chagrin. La nuit dernière. Paisiblement, dans son sommeil. Mais tu dois rentrer à la maison, Bobby. Pour l'enterrement, au moins. Le premier instinct de Robert fut de refuser. L'idée de retourner dans l'ouest de la Caroline du Nord, d'être entouré de gens qui se souvenaient des histoires, de la spéculation et des ragots, le remplissait d'une terreur presque physique. Mais c'était sa mère. Quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il soit devenu depuis son départ, elle était toujours sa mère. « Je serai là », dit-il. Le trajet d'Ocala à Black Mountain prit 11 heures. Robert le fit d'une seule traite, ne s'arrêtant que pour l'essence et le café, luttant contre la fatigue car l'alternative était de passer une nuit quelque part en chemin, avec rien d'autre à faire que de penser. Les montagnes se dressèrent autour de lui, alors qu'il entrait en Caroline du Nord, des formes familières contre le ciel du soir. Il avait oublié à quel point elles étaient belles. Ou peut-être s'était-il forcé à l'oublier, associant le paysage au traumatisme plutôt qu'aux décennies de travail paisible qui l'avaient précédé. L'enterrement eut lieu un samedi matin gris. Robert se tenait à côté de David et de leur sœur Mary, et regarda leur mère être descendue en terre, à côté de leur père. La cérémonie fut brève et bien suivie. Malgré tout, la famille Grey Wolf était toujours respectée dans la communauté. Les gens offrirent leurs condoléances. Certains regardèrent Robert avec curiosité. La nouvelle s'était répandue que le trappeur du Bigfoot était de retour en ville. Mais personne ne dit rien directement. Après la réception, David prit Robert à part. « Tu devrais venir à la maison, » dit David. « Il y a des affaires de papa qui devraient probablement te revenir. Du matériel de piégeage, surtout. Je n'en ai aucune utilité, et Mary encore moins. » Robert voulut refuser. Mais l'idée que le matériel de piégeage de son père reste dans le garage de David, prenant la poussière, inutilisé et non apprécié, le dérangeait plus qu'il ne l'aurait cru. Ce matériel représentait un héritage, une tradition, quelque chose qui avait été transmis de père en fils pendant des générations. « D'accord, » dit-il, « je passerai demain. » Cette nuit-là, seul dans la chambre de motel qu'il avait réservée à la périphérie d'Asheville, Robert resta éveillé et pensa aux montagnes. Elles étaient là, juste au-delà de la lueur des lumières de la ville. Les mêmes montagnes où son père avait piégé, où son grand-père avait piégé, où il avait piégé, jusqu'au matin où tout a changé. La créature était là aussi. Il le savait avec la même certitude qu'il savait que le soleil se lèverait le matin. Quoi que ce fût, quel que soit son nom dans la langue qu'elle comprenait, elle parcourait toujours ses forêts, observant toujours, attendant toujours la prochaine âme malchanceuse qui s'aventurerait trop profondément sur son territoire. Une partie de lui, une petite partie irrationnelle qu'il avait passé 3 ans à essayer de faire taire, voulait y retourner. Pas à la clairière. Plus jamais à la clairière. Mais au bord de la forêt, peut-être. Au début du sentier où il avait garé son pick-up en ce lointain matin d'octobre. Juste pour voir si le sentiment était toujours là. Ce sentiment que quelque chose n'allait pas, qui l'avait poussé à prendre sa carabine sans réfléchir. L'instinct qui lui avait dit que quelque chose approchait. Il repoussa cette pensée et essaya de dormir. Mais dans ses rêves, il était de retour dans la clairière. La créature était là, et cette fois, elle ne chargeait pas. Cette fois, elle se tenait simplement là, observant, avec quelque chose de presque triste dans ses yeux anciens. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda-t-elle, de cette voix comme des pierres se broyant. Robert se réveilla avant de pouvoir répondre. La maison de David était un plein pied du côté nord de Black Mountain, construit dans les années 1970 et entretenu avec amour depuis. Robert se gara dans l'allée à 10 heures et trouva son frère qui l'attendait sur le porche d'entrée avec 2 tasses de café.
Bien dormi ? Demanda David. Pas vraiment. Ils s'assirent sur le porche, burent leur café et regardèrent le trafic matinal sur la route en contrebas. C'était un dimanche, calme et lent, et pendant un petit moment, on aurait presque dit le bon vieux temps. Deux frères partageant un moment de paix avant que les exigences de la journée ne s'imposent. Puis, David posa sa tasse et dit « Je dois te dire quelque chose, Bobby, et je ne sais pas comment tu vas réagir. » Robert sentit son estomac se nouer. « Quoi ? » ?»« Je suis allé voir ta ligne de piège, quelques mois après ton départ. J'étais curieux, je suppose. Je voulais voir s'il y avait quelque chose de vrai dans les histoires. David, j'ai trouvé un de tes pièges. Un des grands. Les pièges à ours. Il était détruit, Bobby. Complètement tordu, comme le disaient dans les articles. Et il y avait ce piquet en métal, qui avait été arraché du sol et tordu comme s'il était fait d'argile. Le cœur de Robert battait la chamade maintenant. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien. J'ai pris quelques photos, et puis j'ai foutu le camp de là. Je n'y suis jamais retourné. » David le regarda, et il y avait quelque chose dans les yeux de son frère que Robert n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Une peur authentique. « Je te crois, Bobby. Quoi qu'il te soit arrivé là-bas, quoi que tu aies vu, je crois que c'était réel. » Robert ne pouvait pas parler. Pendant 3 ans, il avait porté seul le poids de son expérience, doutant de sa propre santé mentale, se demandant si la créature n'avait été qu'une hallucination née du traumatisme et de la commotion. Et maintenant, voici son frère, confirmant ce que Robert savait au plus profond de lui depuis le moment où il avait vu ses yeux sombres et anciens. C'était réel. « J'ai les photos sur mon téléphone, » continua David. « Si tu veux les voir. » Robert secoua la tête. « Non, je n'ai pas besoin de les voir. Je sais ce qu'elles montreront. » Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds d'implications que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à aborder. Pendant 3 ans, Robert avait porté ce secret seul, et son poids était devenu si familier qu'il avait presque oublié qu'il était là. Maintenant, soudainement, ce poids se soulevait, non pas parce que le secret avait disparu, mais parce que quelqu'un d'autre aidait à le porter. Ils restèrent assis en silence un long moment. Le trafic matinal continuait sur la route en contrebas, inconscient de la conversation qui se déroulait sur le porche. Un cheval hennit dans un pâturage voisin. Quelque part dans la maison, une horloge tic-taquait régulièrement, marquant le passage du temps ordinaire dans un monde ordinaire. Puis David dit « C'était quoi, Bobby? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas ?» Et Robert lui raconta. Pour la première fois depuis ce matin dans les bois, il raconta à quelqu'un la véritable histoire. Pas l'histoire de couverture de l'attaque d'ours, pas les vagues allusions qui avaient alimenté les articles de blog, mais la vérité réelle. Impossible. Le piège détruit. La piste de sang. Le fourré de rhododendron. La clairière et la créature qui mesurait 2,40 m. Et l'avait regardé avec des yeux qui avaient vu la naissance des montagnes. Il parla à David de l'odeur. Ce musc écrasant qui l'avait prévenu que quelque chose n'allait pas bien avant qu'il ne voie quoi que ce soit. Il lui parla du lynx roux et de la façon dont sa terreur avait été si absolue qu'il s'était ouvert la patte pour s'échapper. Il lui parla de la poursuite de la piste de sang, de l'étrange compulsion qui l'avait poussé plus profondément dans le fourré, alors que chaque instinct aurait dû lui dire de fuir. Il lui parla du visage de la créature, le front proéminent, les petits yeux sombres, l'expression qui contenait quelque chose de presque lasse. Il lui parla de la charge, d'avoir été projeté contre l'arbre, d'être allongé sur le sol et de regarder quelque chose qui aurait pu le tuer d'un seul coup, mais qui avait choisi de ne pas le faire. Et il lui parla des mots, pas de vrais mots, pas de langage humain, mais cette basse vocalisation grondante
qu'il avait senti dans sa poitrine, plutôt qu'entendu avec ses oreilles. « Va-t'en, ne reviens pas. » Un message qui transcendait la parole, qui parlait directement à quelque chose d'ancien et de primal dans le cerveau de Robert. David écouta sans l'interrompre. Son visage passa par plusieurs expressions, au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. L'incrédulité, puis l'inquiétude, puis quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Quand Robert eut terminé, son frère resta silencieux un long moment. « Putain !» dit finalement David. « Putain, Bobby, comment as-tu survécu ?»« Je ne sais pas. Je me suis posé cette question tous les jours pendant 3 ans. Elle aurait pu me tuer. Elle aurait dû me tuer. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste regardé. Et puis elle est partie. Pourquoi ? Ça non plus. Je ne le sais pas. Peut-être qu'elle a reconnu que je n'étais pas une menace. Peut-être qu'elle était fatiguée. Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas s'occuper du corps. Robert secoua la tête. J'ai envisagé 1000 théories, et aucune d'entre elles n'a vraiment de sens. La seule chose que je sais avec certitude, c'est qu'elle m'a laissé partir. Pour une raison quelconque, elle a décidé que je ne valais pas la peine d'être tué. David fut de nouveau silencieux, puis il dit « Le matériel de piégeage est dans le garage. Je n'étais pas sûr de devoir même en parler, après tout ça. Mais il est là, si tu le veux. » Robert pensa au piège, aux perches de capture, au sac en toile et au couteau à dépecer et à tous les autres outils d'un métier qui avait été sa vie pendant 3 décennies. Il pensa à la sensation de la forêt au petit matin, au brouillard, au froid et au sentiment de justesse qui l'avait toujours envahi lorsqu'il parcourait ses sentiers familiers. Il pensa à la créature dans la clairière et aux mots qu'elle avait prononcés dans ses rêves. « Pourquoi es-tu parti ?»« Je le prends, » dit Robert. Le trajet jusqu'à la FSR 1362 prit 45 minutes. Robert n'était pas sûr, jusqu'au moment où il tourna sur le chemin de gravier, qu'il allait réellement le faire. Une partie de lui hurlait que c'était de la folie, que retourner sur le site de son traumatisme n'accomplirait rien d'autre que de rouvrir des blessures qui avaient enfin commencé à guérir. Mais une autre partie, celle qui avait passé 3 ans à se demander, à douter et à se remettre en question, avait besoin de savoir. Il avait besoin de le revoir, juste une fois, juste pour se prouver que c'était réel. Le gravier crissa sous ses pneus alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Le son si familier qu'il lui serra la poitrine avec quelque chose qui n'était pas tout à fait du chagrin, mais n'était pas tout à fait autre chose non plus. Les arbres se pressaient des 2 côtés, leurs branches nues s'étendant au-dessus de la route comme les doigts de vieillards essayant de se toucher par-dessus un vide. Le soleil du matin filtrait à travers la canopée en pâles rayons, peignant le sol de la forêt de motifs de lumière et d'ombre qui changeaient à chaque souffle de vent. Rien n'avait changé. C'était ça, la partie étrange. Robert s'était attendu à ce que quelque chose soit différent. Les arbres plus hauts, la route plus étroite, la forêt plus sombre ou plus menaçante qu'il ne s'en souvenait. Mais tout était exactement comme il y a 3 ans, comme si le temps lui-même s'était arrêté à cet endroit, attendant son retour. L'aire de stationnement était la même, le marqueur de début de sentier était toujours là, la balise orange estompée mais visible. Robert resta assis dans son pick-up un long moment, regardant la lisière des arbres, attendant le sentiment que quelque chose n'allait pas, qui avait marqué sa dernière visite à cet endroit. Il ne vint pas. Le matin était clair et froid. Le ciel de cette nuance particulière de bleu d'octobre qui semblait n'exister que dans les montagnes. Quelques oiseaux chantaient dans les branches, au-dessus. Des cardinaux, au son de leurs cris,
leurs appels vifs traversant le silence comme des notes éparses d'une chanson à moitié oubliée. Un écureuil jacassait quelque part dans la canopée, et le vent se déplaçait à travers les branches nues avec un murmure tout à fait naturel. La forêt semblait paisible, ordinaire, pas différente de 1000 autres forêts dans 1000 autres endroits. Les mains de Robert tremblaient sur le volant. Pas de peur, ou pas entièrement de peur, mais de l'anticipation de quelque chose qui pourrait ou non se produire. Il avait imaginé ce moment tant de fois, au cours des 3 dernières années. Il en avait rêvé, s'en était inquiété, avait construit des scénarios élaborés dans son esprit sur ce qu'il pourrait trouver s'il retournait un jour à cet endroit. Et maintenant qu'il était là, maintenant que le moment était arrivé, il ne savait pas quoi faire. Il sortit du pick-up. Le froid le saisit immédiatement, vif et pur, charriant l'odeur des feuilles mortes et d'une lointaine fumée de bois provenant de la cheminée de quelqu'un à des kilomètres de là, dans la vallée. C'était la même odeur dont il se souvenait de ce matin-là. Le même froid, la même immobilité, le même sentiment de se tenir au seuil de quelque chose de vaste et d'insondable. Il n'alla pas loin, juste jusqu'au début du sentier, là où les arbres commençaient à se resserrer et où le chemin de gravier disparaissait derrière lui. Il se tint là, respirant l'odeur familière des feuilles mortes et des aiguilles de pin, et écouta le silence de la montagne. Quelque part au loin, un corbeau croassa. Le son résonna sur les crêtes et s'évanouit dans le néant. Rien ne se passa. Pas d'odeur mystérieuse. Pas de branches qui craquent. Pas d'ombre se déplaçant au bord de sa vision. La forêt n'était qu'une forêt. Belle, vide et totalement normale. Robert ferma les yeux et se laissa sentir. Le poids se soulevait. La tension se dissipait. La peur qui avait vécu dans sa poitrine pendant 3 ans, commençant enfin à desserrer son étreinte. Quoi qu'il y ait eu dans ces bois, quoi qu'il ait rencontré en ce terrible matin, ce n'était plus là maintenant. Peut-être que c'était parti. Peut-être que c'était mort. Peut-être que ça n'avait jamais été réel du tout, malgré les piquets tordus, les pièges détruits et la confirmation de son frère. Peut-être qu'il était enfin libre. Il ouvrit les yeux et le vit. À la lisière même des arbres, à peut-être une centaine de mètres, une forme se tenait immobile dans l'ombre d'une pruche massive. C'était trop loin pour distinguer les détails, trop masqué par les branches et la distance pour être certain de ce qu'il voyait. Mais c'était là, une grande silhouette sombre qui aurait pu être une souche, une ombre ou un jeu de lumière. Sauf que les souches ne bougent pas. Et tandis que Robert regardait, la forme fit un pas en arrière et disparut dans la forêt. Le cœur de Robert battait la chamade. Ses mains tremblaient. Chaque instinct lui hurlait de courir, de monter dans le pick-up, de conduire et de ne jamais regarder en arrière. Mais il ne courut pas. Au lieu de cela, il leva une main, un geste lent et délibéré, et la maintint là un instant. Un salut, une salutation, une reconnaissance. La forêt était silencieuse. Robert remonta dans son pick-up et s'en alla. Il retourna en Floride cet après-midi-là, n'étant resté que le temps de charger le matériel de piégeage de son père à l'arrière de son pick-up et de dire au revoir à David. Il ne s'arrêta pas à Asheville, il ne contacta pas Sarah Chen, il ne parla à personne de ce qu'il avait vu à la lisière des arbres. Mais quelque chose avait changé. Les cauchemars s'arrêtèrent. Pas progressivement, comme ils s'étaient estompés au cours des 3 dernières années, mais complètement, coupés comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Il dormit paisiblement pour la première fois depuis ce matin d'octobre, et à son réveil, il se sentit reposé d'une manière qui lui était devenue étrangère. Les doutes s'arrêtèrent aussi. Il ne restait plus éveillé,
à remettre en question sa propre santé mentale, à rejouer la rencontre dans la clairière et à chercher des preuves que tout n'avait été qu'une hallucination. Il savait ce qu'il avait vu. Il savait que c'était réel. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il avait enfin fait la paix avec cette connaissance. Parfois, tard le soir, il s'asseyait sur sa véranda arrière, regardait les étoiles de Floride et pensait à la créature dans les montagnes. Il se demandait ce qu'elle faisait à ce moment-là, se demandait si elle pensait parfois à l'humain qui avait trébuché sur son territoire et avait été autorisé à partir, se demandait si des créatures comme celle-là étaient capables de mémoire, ou si chaque moment existait isolément, sans lien avec le passé ou le futur. Il se demandait aussi à propos de la dernière chose qu'il avait vue, cette forme à la lisière des arbres, l'observant depuis les ombres. Était-elle venue pour le confronter? Pour l'avertir de s'éloigner? Ou était-ce quelque chose de tout à fait différent? Quelque chose de plus proche de la curiosité, de la reconnaissance, ou même d'un adieu? Et il ne le saurait jamais. Certaines questions n'avaient pas de réponse, ni dans cette vie, ni dans une autre. Mais Robert Gray Wolfe avait cessé d'avoir besoin de réponses. Il avait vu quelque chose qui ne devrait pas exister, et il avait survécu. C'était suffisant. Le matériel de piégeage resta dans son garage intact. Il ne retourna jamais dans les montagnes. Il ne posa plus jamais de pièges, ne parcourut plus jamais de sentiers, ne sentit plus jamais la brume froide d'un matin d'octobre dans les Appalaches sur son visage. Mais parfois, quand la chaleur de la Floride devenait trop oppressante et que le paysage plat et sans relief lui donnait envie de voir quelque chose de plus haut qu'un chêne vert, il fermait les yeux et se souvenait. L'odeur des feuilles mortes, le crissement du gravier gelé, la façon dont le brouillard était suspendu entre les arbres comme une créature vivante. Et les yeux, ces yeux sombres et anciens qui avaient regardé dans les siens et avaient vu quelque chose. Quoi que ce fût, Robert le porterait avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Un secret qu'il ne pourrait jamais partager, une vérité que personne ne croirait. Il avait rencontré quelque chose d'impossible dans les montagnes de Caroline du Nord. Et, chose tout aussi impossible, il avait survécu pour n'en parler à personne. Les années passèrent. Robert vieillit dans sa petite maison de Floride, s'occupant de son jardin, promenant sa succession de chiens et regardant les saisons se confondre d'une manière qu'elle n'avait jamais fait dans les montagnes. Il resta à l'écart. Il ne fit pas la une des journaux. Il ne devint jamais l'un de ces témoins vieillissants qui apparaissent à la télévision, racontant en larmes leur rencontre avec l'inconnu. Le jardin devint son sanctuaire. Il cultivait des tomates, des poivrons et des courges, luttant contre la chaleur et l'humidité de la Floride avec la même persistance têtue qu'il avait autrefois portée à travers les hivers des Appalaches. Ses voisins apprirent à s'attendre à le voir là-bas aux petites heures du matin, avant que le soleil ne monte trop haut, se déplaçant parmi les bacs surélevés avec un tuyau d'arrosage, une truelle et le contentement tranquille d'un homme qui avait trouvé la paix dans les petites choses. Il ne parlait plus des montagnes, à personne. L'histoire vivait en lui comme une pierre dans le lit d'une rivière, polie par le courant du temps qui passe, mais jamais entièrement dissoute. Certains jours, il pouvait passer des heures sans y penser. D'autres jours, c'était la première chose dans son esprit à son réveil et la dernière chose à laquelle il pensait avant de s'endormir. Les chiens aidaient. Scout, le vieux Beagle, mourut 2 ans après que Robert l'eut adopté. Mais il y en eut d'autres après. Un labrador croisé nommé Ranger, un bâtard nommé Belle, un pitbull à 3 pattes nommé Lucky, qui suivait Robert partout et grognait après les écureuils qui envahissaient les mangeoires à oiseaux. Il lui donnait une routine, un but, quelque chose à aimer qui ne demandait rien en retour, sauf de la nourriture, un abri et une caresse occasionnelle derrière les oreilles.
Sarah Chen publia un livre sur les incidents de la FSR 1362. Robert n'y était pas mentionné par son nom, mais il reconnut les grandes lignes de son histoire dans l'un des chapitres. Le trappeur blessé, les pièges détruits, la retraite précipitée en Floride. Cela ne le dérangeait pas. La vérité était si profondément enfouie dans la spéculation et l'embellissement que personne ne la trouverait jamais. Et de toute façon, il avait fait la paix avec le fait que la vérité n'était pas vraiment à lui de la partager. Elle appartenait à la montagne. Elle appartenait à la créature. Elle appartenait à ce moment dans la clairière où deux êtres de mondes différents s'étaient regardés et étaient parvenus à une sorte de compréhension. David lui rendait visite une fois par an, généralement en hiver, lorsque la chaleur de la Floride était un répit bienvenu du froid de la Caroline du Nord. Il ne parlait plus de ce qui s'était passé. C'était devenu, à la manière des vieilles histoires de famille, quelque chose de compris, mais de non dit. Une connaissance partagée qui ne nécessitait aucune répétition. Ils pêchaient dans les lacs alimentés par des sources autour d'Ocala. Ils buvèrent de la bière sur le porche de Robert et regardèrent le soleil se coucher sur les pâturages à chevaux. Ils se comportaient comme des frères qui se connaissaient depuis 60 ans, ce qui était exactement ce qu'ils étaient. Les montagnes continuaient sans lui. Les arbres grandissaient, tombaient, pourrissaient et nourrissaient une nouvelle croissance qui tomberait un jour à son tour. Les saisons tournaient selon leur rythme ancien. Le vert éclatant du printemps, la chaleur lourde de l'été, la mort brillante de l'automne, le sommeil blanc de l'hiver. Les ruisseaux coulaient à plein régime avec la fonte des neiges et se réduisaient à des filets les années sèches. Les incendies brûlaient les sous-bois et laissaient des cicatrices noires qui guérissaient sur des décennies pour devenir des prairies remplies de fleurs sauvages. Des randonneurs parcouraient les sentiers où Robert avait autrefois posé des pièges et parfois, très rarement, l'un d'eux publiait quelque chose sur Internet à propos d'une rencontre étrange dans la Pisgah National Forest. Un aperçu de quelque chose de grand dans les rhododendrons. Une odeur qu'il ne pouvait pas identifier. Le sentiment d'être observé par des yeux qui n'étaient pas tout à fait d'humains. Ces publications généraient de brèves vagues d'intérêt dans la communauté des cryptides, suscitaient des débats entre croyants et sceptiques, puis s'estompaient à mesure qu'Internet passait à la sensation suivante. Robert lisait ces publications quand il tombait dessus. Il ne commentait jamais, il ne contactait jamais les témoins, n'offrait jamais de partager sa propre histoire ou de valider leurs expériences. Mais il s'asseyait avec son café et hochait la tête pour lui-même, pensant « Oui, c'est réel. Quoi que vous ayez vu, c'est réel. Vous n'êtes pas fou. Vous ne mentez pas. Vous êtes juste tombé sur quelque chose que la plupart des gens ne rencontrent jamais. Et maintenant, vous devez trouver comment vivre avec cette connaissance. » Il savait que ce n'était pas facile. Mon Dieu s'il le savait. Et quelque part dans ces montagnes anciennes, quelque chose observait toujours, marchant toujours sur les crêtes et dans les creux, laissant des empreintes que la pluie effaçait et des histoires que personne ne croyait. Elle avait été là avant que les premiers humains ne traversent le pont terrestre depuis l'Asie. Elle serait là bien après que le dernier humain soit parti. Robert le savait, et cette connaissance ne l'effrayait plus. Certaines choses étaient plus anciennes que la peur. Le matin de son 78e anniversaire, Robert Greywolf se réveilla avant l'aube et sortit sur sa véranda arrière pour regarder le soleil se lever sur les pâturages à chevaux. La chaleur de la Floride montait déjà, même à cette heure matinale, et les cigales s'accordaient pour leur symphonie quotidienne. Il s'assit dans son fauteuil préféré, celui aux accoudoirs usés et aux coussins délavés, et pensa à la vie qu'il avait vécue, les montagnes, les pièges, la créature dans la clairière et le long et étrange voyage qui l'avait conduit ici, à cette maison tranquille dans cet endroit tranquille, attendant une fin qui ne semblait plus aussi lointaine qu'autrefois. Il n'avait pas peur de mourir. Au contraire,
Il était curieux de savoir ce qui venait après, s'il y avait un après, ou si la conscience se dissolvait simplement dans le vide, comme le brouillard matinal au soleil. Il supposait qu'il le découvrirait assez tôt. Mais avant que cela n'arrive, il voulait se souvenir. Une fois de plus. Juste pour se prouver que c'était réel. Il ferma les yeux. La forêt de montagne se forma autour de lui. L'odeur des feuilles mortes, la sensation de l'air froid sur son visage, le son de ses propres bottes crissant sur le sol gelé. Il vit le piquet tordu, le piège détruit, la piste de sang menant dans les rhododendrons. Il sentit l'impact alors que son corps heurtait l'arbre, l'éclair de douleur quand ses côtes se fissurèrent, le poids de quelque chose de massif l'écrasant, et il vit les yeux, sombres, anciens, remplis de quelque chose qui aurait pu être de la colère, ou de la lassitude, ou une sorte de reconnaissance qui dépassait tout ce qui était humain. Ses yeux avaient regardé dans son âme, il l'avait pesé et mesuré, et l'avait trouvé. Quoi? Pas manquant exactement, mais pas digne non plus. Juste présent, juste vivant, juste une autre créature dans une forêt pleine de créatures. Ni plus ni moins significative que le lynx roux qu'il avait relâché ou l'ours qui n'était jamais apparu. Robert ouvrit les yeux. Le soleil de Floride grimpait dans le ciel, et le monde était lumineux, chaud et infiniment ordinaire. Il sourit. « Merci, dit-il, à personne en particulier. » Et il le pensait. Fin.